Bonjour et bienvenue à ce Pechakucha qui aura pour thème les techniques d'influence et de manipulation. Naviguant autour de la psychologie, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai notamment lu quelques livres à ce propos et je vais vous partager ce que j'ai appris et qui m'a particulièrement marqué. Avant de commencer, je pense qu'il est important de vous donner une définition de la manipulation. D'après le Larousse, c'est l'action d'orienter la conduite de quelqu'un ou d'un groupe dans le sens qu'on désire et sans qu'il s'en rende compte. Ça peut avoir un côté péjoratif d'être manipulateur, mais je pense que le plus important, c'est d'être au courant de ces techniques sans forcément les utiliser soi-même. Une fois qu'on est formé à cela, je trouve qu'on se rend beaucoup plus compte de ce que les autres essaient de tirer de nous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On va commencer par l'astuce que je préfère et qui est souvent utilisée dans le commerce. Imaginons que vous vous rendiez au cinéma où on vous propose deux choix pour votre popcorn, la petite portion et la grande portion. Si vous avez moyennement faim, vous allez probablement prendre la petite portion puisque la grande est quand même relativement chère. À présent, on va légèrement modifier la proposition commerciale. À la carte du cinéma, on va ajouter une portion moyenne de popcorn à 6,50 €. Maintenant, si vous avez une moyenne faim, vous allez regarder le prix de cette portion et finalement vous rabattre sur la grande, puisque finalement, ça vaut quand même le coup pour 50 centimes d'avoir tout ce popcorn. Et vous seriez victime de l'effet de l'heure. En ajoutant à la carte un produit moyen avec un prix trop élevé, le cinéma va réussir à vendre bien plus de grandes portions. Désormais, vous vous rendez à la plage avec vos affaires et vous vous installez sur votre serviette. Désireux d'aller vous baigner, vous n'avez aucune envie de vous faire dérober votre sac. Vous demandez donc à votre voisin de serviette de jeter un œil sur votre sac pour que personne n'y touche. Eh bien, il se trouve que si quelqu'un passe par là et s'empare du sac, dans plus de 95% des cas, votre voisin s'interposera. Ça s'appelle un piège de décision, car le pourcentage de chances que votre voisin s'interpose aurait été bien moindre sans lui en avoir parlé au préalable. En fait, dans le cadre d'une étude, seule une personne sur 10 s'est manifestée pour arrêter le voleur quand il n'y avait pas eu de contact au préalable, contre 8 fois sur 10 avec un contact. Il se trouve que le simple fait de répondre oui à cette demande vous engage à vous y tenir. Maintenant, on va passer à la technique que personnellement je déteste le plus. Votre compagnon vous demande d'aller chercher des pâtes et du jambon au supermarché d'à côté, car il n'a pas le temps. Vous étiez évidemment occupé à faire autre chose, mais de toute façon, ça ne va vous prendre que 10 minutes, donc vous acceptez. Une fois rendu au supermarché, vous recevez un coup de fil et vous décrochez. C'est votre compagnon au téléphone qui vous demande de prendre aussi de l'huile, des yaourts, du jus d'orange et tout plein d'autres achats qui font que vos courses rapides, qui devaient prendre 10 minutes, vont finir par prendre 1 heure, alors que vous n'auriez certainement pas accepté d'aller faire 1 heure de course. Vous venez d'être victime d'un pied dans la porte, car votre compagnon a d'abord caché ses intentions réelles dans sa première requête. À présent, je vais vous parler du principe de réciprocité. Si je vous offre quelque chose, inconsciemment, vous vous sentirez obligé de rendre quelque chose en échange. C'est par exemple pour ça que les laveurs de voitures au feu rouge se jettent sur votre pare-brise pour le laver sans vous demander votre avis. Ils savent très bien qu'ils auront plus de chances de recevoir de l'argent puisqu'ils vous ont rendu un service même si vous n'aviez rien demandé, avant. On va maintenant entrer dans une technique un peu plus subtile avec celle de la liberté manipulatrice. Imaginons que je veuille vous faire remplir un sondage. Eh bien, j'aurai plus de chances que vous acceptiez si je vous dis « vous êtes libre d'y répondre » plutôt que « je vous propose d'y répondre ». En fait, ça va induire chez vous un sentiment de liberté qui peut paraître contre-intuitif, mais des études ont montré qu'on pouvait multiplier par 5 nos chances de réussite. Dans la même lignée que les sondages, on va maintenant imaginer que vous souhaitiez par exemple recueillir des dons pour votre association. Muni d'un panier en osier, vous pouvez aborder des gens normalement, mais terminez toujours votre phrase par « vous pouvez donner juste 2 €, c'est mieux que rien ». Par cette technique du « un peu c'est mieux que rien », vous pouvez multiplier par 2 vos chances de recevoir de l'argent par les personnes que vous abordez. Alors celle-là, c'est ma technique préférée, c'est le choix imposé. Le principe, c'est de poser une question à quelqu'un, mais en lui proposant 2 options qui vous arrangent. Cette personne aura l'impression d'avoir un pouvoir de décision, mais en réalité, c'est l'inverse. Par exemple, sur un travail de groupe, vous demandez à vos collègues s'ils préfèrent venir à 9h30 ou à 10h. Ça aurait pu être 8h, mais vous avez réussi à vous arranger pour que ce soit eux qui prennent cette décision. Au cours d'une réunion syndicale, vous allez annoncer des mesures pas du tout avantageuses pour les salariés. Interdiction de poser ses congés sur les ponts de mai et restructuration des locaux dans des grands open space, alors que jusqu'à présent, chacun était bien tranquille dans son bureau personnel. Évidemment, les salariés vont vous invectiver, mais vous n'avez pas le droit, c'est honteux, et j'en passe. Vous laissez passer 3 jours. Et vous réunissez à nouveau tout le monde. Après avoir pris en compte les avis de vos salariés, vous leur annoncez qu'il n'était pas judicieux de leur interdire de poser des congés sur les ponts du mois de mai. Vous revenez sur votre décision. Tout le monde est content, sauf qu'ils viennent d'être victimes de la technique de la crainte puis soulagement. Ils étaient tellement terrifiés à l'idée de perdre tous ces avantages qu'au final ils sont contents que seulement leurs locaux soient structurés par des open space. À présent parlons de l'étiquetage. C'est une manière d'obtenir un service de quelqu'un en induisant que c'est dans sa nature. Un matin, vous allez dire à un ami au milieu d'une conversation que c'est quelqu'un de très généreux. L'après-midi, vous allez lui parler de cette association que vous avez créée et qui cherche des dons pour subsister. Eh bien, il a fort à parier qu'il sera plus enclin à vous donner de l'argent que si vous ne l'aviez pas étiqueté le matin même.
Comme prévu pour ce Pechakucha, je vais maintenant identifier les 2 compétences en communication où je pourrais m'améliorer. La première, c'est l'empathie. En effet, j'ai souvent du mal à savoir quoi répondre aux personnes qui m'exposent leurs problèmes. C'est assez gênant dans la vie de tous les jours puisque ça pourrait être vu comme quelqu'un qui n'a pas envie de s'intéresser aux autres, alors que c'est plutôt le souci de savoir comment réagir. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est mon manque d'improvisation. Je suis quelqu'un d'assez cartésien et j'ai tendance à planifier à outrance les choses. C'est probablement un moyen pour moi de me rassurer. Par exemple, pour cette présentation orale, je vais écrire, pour une présentation orale, je vais écrire tout mon texte à l'avance pour être certain de rester maître de la situation et surtout pour éviter les blancs à l'oral en fait. Du coup, quels sont les moyens que je vais mettre en place pour m'améliorer? Concernant mon manque d'empathie, j'essaie d'inverser les rôles et de me demander qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise si c'est moi qui avais eu ce problème. Ça marche assez bien quand c'est par écrit, mais dès que je me retrouve à faire ça par oral, je suis obligé de répondre sans trop réfléchir. Du coup, je pense que j'aurai encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Je vous ai aussi parlé de mon manque d'improvisation. Je pense que ce Pechakucha était le bon moment pour m'y essayer. Eh bien, j'ai essayé d'être plus spontané et de ne pas écrire l'intégralité de mes textes, comme je le fais d'habitude, mais seulement des mots-clés. Finalement, ça m'aura pris moins de temps à écrire les textes et plus de temps pour m'entraîner, mais je pense que j'ai gagné en spontanéité. Je vais essayer faire ça de plus en plus dans mes prochaines présentations, et je pense que ça pourrait être bénéfique. Je pense qu'il était impossible de clôturer ce Pechakucha sans vous rappeler que vous avez le choix de penser que cette présentation était très bonne ou bien excellente. Finalement, vous pourriez aussi vous dire qu'elle était simplement bonne, c'est mieux que rien. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de mentionner que vous êtes une personne très généreuse. Pour finir, il va sans dire que vous êtes libre d'y apposer une excellente note. Merci pour votre attention.